Et bienvenue dans cette nouvelle émission, c'est François. On continue sur notre foulée d'interviews et on est aujourd'hui avec Cédric. On va parler immobilier. Alors, c'est un petit peu plus que d'immobilier, hein. On va parler d'immobilier, d'innovation et de vous permettre d'investir très, très, très facilement. On est en 2021, bientôt en 2022, dans l'immobilier. En plus, Cédric était à Montpellier. On est presque voisins. On a nos bureaux qui sont presque à côté. Donc, on va en discuter. Merci beaucoup, Cédric, d'être avec nous aujourd'hui. Est-ce que tu peux te présenter en 30 secondes? Ouais, salut François, merci de m'accueillir sur ta vidéo. Et alors, pour faire rapide, alors en 30 secondes, moi j'ai une double formation. Donc, je suis pharmacien et j'ai un master en économie et en finance. Et surtout passionné d'immobilier. J'ai toute ma famille qui bosse dans l'immobilier. D'accord. Donc, il y a une dizaine d'années, j'ai monté une première startup qui était le premier site Internet qui permettait la vente de médicaments sur Internet. Donc, on était vraiment sur de la pharmacie en ligne. J'ai revendu cette société en 2019. Et, et en fait, comme j'étais passionné d'immobilier, j'ai commencé à investir dans l'immobilier. Et je me suis rendu compte que c'était fastidieux, compliqué d'investir dans l'immobilier. Ah, seulement en France. Et seulement en France. Euh, et quand j'ai regardé un peu l'écosystème startup qui existait sur le marché, en fait, toutes les startups te développent une offre pour t'aider à investir dans l'immobilier, mais ça, c'est uniquement vrai si tu as la capacité de faire un crédit immobilier, donc si le banquier te prête de l'argent. Oui. Et ce qu'on ne sait pas forcément, c'est qu'en France, on a plus d'un Français sur deux qui ne peut pas faire un investissement immobilier pour acheter un appartement qu'il va mettre en location. Donc, d'un Ah, c'est côté, tu énorme. as, des nouvelles habitudes de travail comme le télétravail et l'auto-entrepreneuriat qui, de fait, te mettent dans une situation qui est jugée instable par les banques. Et tu as également une précarisation de l'économie qui fait qu'il y a de plus en plus de foyers modestes. C'est des personnes qui arrivent encore à parvenir à acheter leur résidence principale, mais un investissement locatif, c'est plus compliqué. Et Oui. donc, tu vois, avec toutes les nouvelles plateformes de stock trading et d'investissement en crypto-monnaie, euh, c'est bien parce que là, on est quand même sur un marché haussier, mais ces personnes qui se rabattent sur ces investissements-là euh, ont quand même un risque plus important avec une volatilité des marchés assez importante aussi. Et donc, je me suis rapidement dit que ça pouvait être intéressant d'offrir la même typologie de plateforme, donc une plateforme simple qui te permet d'investir en un clic et de récupérer ton argent en un clic, mais adossée à de l'immobilier. Ok, donc là, bon, c'est sûr qu'on a beaucoup de domaines qui s'entrechoquent. Là, tu parles de marché financier, d'économie, de finance dans sa globalité et évidemment d'immobilier. Donc, tu veux parler de ton projet BRICS. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus? Voilà, moi, je sais comment ça fonctionne. Est-ce que déjà aussi la différenciation qu'il y a par rapport à peut-être les plateformes de crowdfunding qui existent déjà? Ça fait des années que j'en parle. On a déjà fait plusieurs interviews, même moi en solo, j'en ai parlé longuement par article sur la chaîne podcast ici même. Quelle est aussi la différence de BRICS par rapport aux autres? Et on va discuter là-dessus sur l'innovation, le futur de marché de l'immobilier et aussi indirectement de l'investissement en groupe dans l'immobilier. Oui, alors Brix.co, c'est une plateforme d'investissement immobilier fractionné. Donc concrètement, qu'est-ce qu'on fait? On va acheter des immeubles. Alors on a commencé par des immeubles, donc on achète des immeubles de rapport. Donc c'est des immeubles qui possèdent 10 à 20 appartements. Mhm. On va fractionner en petits bouts pour avoir une part accessible à partir de 10 euros. Mhm. Donc, n'importe quelle personne peut venir sur notre plateforme, acheter une brique à partir de 10 euros. Et en fonction du nombre de briques que tu vas détenir, tu vas récupérer premièrement une fraction des loyers tous les mois générés par l'immeuble. Et tu vas aussi récupérer toute la plus-value liée à la prise de valeur de ton immeuble. Ok, Et c'est simple. donc, c'est simple, voilà, investir à partir de 10 euros dans l'immobilier. Alors, la grosse différence par rapport à du crowdfunding tel qu'on le connaît, qui est plutôt axé sur le financement de promoteurs immobiliers, Oui. donc dans de la promotion immobilière ou du marchand de biens, c'est des projets soit de construction
d'un immeuble, soit de réhabilitation d'un immeuble et de division. Et c'est des projets qui sont plutôt des projets court terme, que tu vas financer pendant 24 à 36 mois. C'est ça. Le porteur de projet va revendre son immeuble, souvent à la découpe, récupérer de l'argent et te rendre ton investissement plus des intérêts. Alors, c'est super intéressant, mais par contre, il y a quelques inconvénients au crowdfunding immobilier. Premier inconvénient, tu as des délais qui sont quand même assez longs, 24 à 36 mois en moyenne. Tu n'as pas de liquidité pendant ce temps-là, parce que forcément, le promoteur est en train de construire son immeuble, donc tant qu'il n'a pas construit et revendu, tu es bloqué en termes de liquidité. Et deuxième point, tu prêtes de l'argent à un promoteur immobilier qui lui-même va récupérer cet argent en fonds propres, faire un effet de levier auprès de la banque, c'est-à-dire demander un crédit immobilier à la banque. Et donc, c'est toi qui prêtes l'argent, le promoteur immobilier met en place un crédit et toute la plus-value d'avoir cette surface financière supplémentaire n'est pas à ton profit, elle est au profit du promoteur immobilier. Donc finalement, c'est quand même l'investisseur particulier qui prend tous les risques, mais finalement, la majorité des bénéfices revient au promoteur immobilier. Et donc, nous, on est parti d'une approche philosophique qui était différente, qui était de dire ce qu'on veut recréer, c'est la philosophie et l'approche d'un achat en direct. On veut vraiment que la personne se sente propriétaire. Et au-delà de ça, notre ambition, c'est de vraiment penser que d'ici 10 à 15 ans, tout ce marché très physique et très sclérosé de l'immobilier va passer sur une plateforme comme Rix.co, sera complètement digital et en fait, tu pourras t'échanger des parts de propriété partout à travers le monde. Mais pour cela, il ne faut pas que tu sois juste dans un prêt d'argent à un opérateur, il faut vraiment que la part de la propriété t'appartienne, avec la possibilité finalement de rester 6 mois propriétaire, mais si tu veux rester 50 ans, il faut aussi que tu puisses rester 50 ans propriétaire de cette part au même titre qu'un achat en direct. Et donc, la grosse différence par rapport à une plateforme de financement de crowdfunding, c'est que, premièrement, nous, on est sur du résidentiel en majorité, donc des immeubles avec de l'habitat donc qui résistent mieux aux crises. Tu as une liquidité qui est instantanée et qui est totale quand tu veux récupérer ton argent, et ce, dès le lendemain de ton investissement. Donc, vraiment, c'est à tout moment. Tu peux rester en fonction, tu as l'horizon de temps d'investissement que tu veux. Et le dernier point qui est crucial, c'est que pour le moment, tous les immeubles qu'on achète sont financés à 50% via l'argent des particuliers, 50% via un financement bancaire. Donc, on porte le financement bancaire au travers de notre société, justement parce que les internautes et les investisseurs qui mettent de l'argent sur notre plateforme n'ont pas la capacité à mettre en place ce crédit. Et cet effet de levier bancaire est au bénéfice de l'investisseur. C'est-à-dire qu'on ne dit pas, on met un prêt immobilier en place, on va faire travailler plus d'argent et donc on va garder pour nous tous les bénéfices liés à la mise en place de ce crédit immobilier. Non, nous, on se rémunère avec un frais fixe sur la mise en place du crédit, mais après, tout ce qui va découler de ce crédit immobilier mis en place est au bénéfice de l'investisseur. Et ce qui fait qu'aujourd'hui… Très important à mentionner, oui, c'est sûr. Ouais, c'est super important. Et ce qui fait qu'aujourd'hui, pourquoi on marche bien, c'est qu'on a explosé la rentabilité par rapport à du crowdfunding classique. Moi, en moyenne, qui est déjà assez élevé, c'est sûr. Le crowdfunding immobilier, c'est comme le haut du panier du crowdfunding. Normalement, c'est 8, 9, 10%. Déjà, tu es sur 8, 9, 10%, plutôt à 8,5% en moyenne. Ouais. Et quand sur Brix, on arrive à 11% de moyenne à l'année. Donc, tu vois qu'on est, ça paraît peut-être dérisoire, mais on est 3 points au-dessus. Non, c'est très. On parle d'immobilier, donc c'est pertinent. Alors, ok, alors, on a bien compris. Alors, ceux qui sont peut-être plus novices, pour résumer, on a le crowdfunding classique, où là, on est sur du one-shot, du promoteur immobilier, sur 2-3 ans, avec du 8, 9, 10% grand maximum annuel sur ce projet où les liquidités sont bloquées.
Ici, il y a une philosophie différente et un fonctionnement différent. Alors, ça ressemble quand même, Cédric, étrangement à la tokenisation, à l'immobilier 3.0. Alors, je ne sais pas comment tu vois les choses, mais même philosophiquement parlant, hein, c'est vraiment aussi de pouvoir diversifier, d'avoir plusieurs parts, de plusieurs biens différents. Bon, là, on est en France, mais ça pourrait être un peu partout dans le monde. Avoir un portefeuille comme ça, tokenisé, ce dont j'ai parlé dans mon livre il y a 3 ans, par exemple. Quel est le parallèle à faire? Quel est le parallèle à faire? Et est-ce que toi, tu vois, au bout d'un moment donné, la blockchain, l'innovation, comment tu vois la chose? Oui, alors, dans les faits, on est très similaires. Si tu veux, le Web3 et la tokenisation de l'immobilier, qui est de dire, je vais mettre donc un contrat, donc soit le titre de détention, soit l'action, soit peu importe, je vais le mettre sur la blockchain et je vais décentraliser les choses. Euh, en fait, si tu veux, nous, on a exactement le même fonctionnement, sauf que derrière, pour le moment, ce n'est pas une blockchain. On est en train Ouais. d'étudier la solution. Bah, alors, Euh, comment ça marche techniquement? pour- Parce qu'on va dire que le crowdfunding classique, au moins sur le principe, c'est simple. C'est-à-dire que le promoteur il centralise les fonds, on se donne rendez-vous dans 2 3 ans, on n'en parle plus. Ici, si tu as X investisseurs à 10 euros, plus un achat, plus l'effet de levier, comment ça marche techniquement? Ouais, bah alors on va repartir de la base, effectivement. Tu vois, jusqu'à présent, ce modèle de fractionnement de l'immobilier marchait surtout via des SPV. Donc, un Mhm. SPV, qu'est-ce que c'est? C'est une société qui va être dédiée à une acquisition. Donc, je crée une société C'est ça. qui va acheter un immeuble et on va fractionner les choses en permettant à des investisseurs particuliers de détenir des parts, donc des shares en anglais, des parts de la société, et chacun va détenir des actions d'une société qui détient elle-même un actif immobilier. Ouais. Et les acteurs américains qui ont beaucoup avancé sur ce principe-là ont dit à un moment donné, pour décentraliser les choses, je vais tokeniser. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Je vais mettre ces parts de société dans des tokens et finalement, le propriétaire d'un token sur la blockchain est propriétaire d'un droit à avoir une part de la société qui détient l'actif immobilier. Mhm. Ça, c'est intéressant, mais quand tu reviens à l'ambition de BRICS, qui est de dire on va complètement digitaliser l'immobilier à travers le monde et demain, on possédera 5 ou 10% de l'immobilier sur une seule et même plateforme, Voilà. tu te rends compte que ça veut dire 200 000, 300 000, 400 000 immeubles qui seront demain sur notre plateforme. Si tu dois avoir une société par bien immobilier, ça devient juste une usine à gaz en termes C'est d'administratif pour ça aussi que je te pose la question. et c'est impossible à faire. Et d'ailleurs, toutes les sociétés qui s'y sont essayées se sont cassées les dents et ont fini par couler et par faire faillite parce qu'elles n'arrivaient juste plus à gérer administrativement. Ouais. Euh, et, et donc, déjà, tu as la complexité administrative. Et le deuxième point, c'est que tu n'es pas liquide. En fait, la tokenisation a juste amené la liquidité. C'est-à-dire que c'est plus facile de s'échanger un token parce que, en termes de liquidité, tu ne passes pas par les droits de mutation. Aujourd'hui, en France et à l'étranger, quand tu veux revendre une part de société, tu as des documents administratifs à renvoyer à l'État et pour l'acquéreur, tu as des taxes à payer sur la mutation du propriétaire de la part. Donc, c'est la raison pour laquelle les sociétés américaines ont tokenisé les choses, pour dire, comme ça, on rajoute une couche un peu supérieure qui va nous éviter de repasser par de l'administratif et par des droits de mutation. Mais sauf que ça peut être requalifié demain au niveau de la législation française comme étant une cession d'action. Et donc, on s'est dit, nous, juridiquement, on va arriver avec un modèle qui est différent. On a une seule société qui détient l'intégralité des immeubles qu'on achète. Et pour chaque immeuble, on met en place un contrat, donc une relation contractuelle entre l'investisseur et notre société. Et donc, on s'engage à reverser 100% des bénéfices liés à Voilà. l'immeuble à l'investisseur. Donc, ça veut dire 100% des loyers et 100% de la plus-value. Et qu'est-ce que c'est ça? Ça, c'est un produit dérivé financier. Donc, c'est un contrat de droit à l'usufruit. Ouais. En échange de ton investissement, tu n'es pas propriétaire, mais c'est comme tel, parce que tous les revenus qui sont générés par l'immeuble, que ce soit pendant son exploitation ou à sa revente, te reviennent.
Et ce produit dérivé financier, il a deux avantages. Le premier avantage, c'est que tu peux l'échanger 10 000 fois dans la journée. Comme c'est uniquement un contrat, tu n'as pas de frais de notaire associés et tu n'as pas de taxes de mutation à payer. Oui, Donc c'est vraiment, tu n'as aucun frottement fiscal là-dessus. Et deuxième avantage, c'est que tu transformes quelque chose qui était du revenu foncier, donc le revenu immobilier, c'est du revenu foncier, qui est très taxé en France, en un revenu qui devient un revenu financier. Donc c'est une taxation sur valeur mobilière. Et quand tu as déjà des revenus et que tu es déjà sur des tranches d'imposition assez élevées, euh, avec ce produit financier, tu es uniquement imposé à la flat tax et non pas sur ton IR. Et donc, tu préfères payer ta flat tax à 30%. bien sûr. Ouais, ouais, ouais. Et donc, pour revenir à ton point initial, est-ce que vous pensez le mettre sur la blockchain? Euh, une fois qu'on s'est dit ça, on pourrait se dire, bah, cette fraction de contrat de droit à l'usufruit, on pourrait la mettre sur la blockchain. Évidemment. La difficulté de ça, c'est que si tu as des tokens sur la blockchain, tu peux revendre tes tokens un peu sur n'importe quel exchange. Et, et on se dit, ça n'a pas trop de sens que n'importe qui aille revendre ses tokens BRICS sur n'importe quel exchange parce qu'ils ne seront pas remis dans leur contexte avec toutes les informations liées à la propriété au moment donné. Ce qui est compliqué, effectivement, dans la tokenisation de l'immobilier. C'est ça, c'est Ce qui est la compliqué. question centrale. Et donc, et donc nous, l'immeuble qu'on tokenise, il ne perd pas de valeur, il a tendance à en gagner. Et ce qu'on ne veut pas, c'est que tu puisses revendre tes tokens sur un marché et les revendre 20-30% moins cher que la réalité parce que ça n'aurait pas de sens. Donc, on préfère centraliser ce marché secondaire et t'offrir pas mal d'indicateurs sur la valeur réelle de ta brique par rapport à l'immeuble au bout de la rue. Et cette centralisation, elle ne marche que si tu es sur blockchain privé. Si tu commences à être sur blockchain Non, ça marche plus. public, ça ne marche plus. Bah, ça marche, Et mais c'est donc, n'importe quoi. c'est pour ça que on est en train de mettre en place une blockchain privée pour garantir, tu vois, tout ce qui est historique de vente, traçabilité des opérations et tous les avantages liés à la blockchain. Mais en tout Mhm. cas, ça sera privé pour vraiment centraliser ce marché secondaire. Et, et ça, c'est plutôt en faveur des investisseurs pour leur garantir qu'ils auront le bon niveau d'information pour revendre leurs briques au bon prix. Ok, ok, non, ouais, c'est pertinent, effectivement, on voit la logique hein, pour ceux qui ont compris ce que ça voulait dire, bien évidemment. Comment tu vois l'aventure BRICS dans 10 ans, dans 20 ans? Alors, évidemment, on va mettre toutes les informations dans la description pour investir, mais comment toi, tu imagines ton entreprise dans 10 ans, dans 20 ans? Comment tu la visualises? Ouais, tu vois, moi, j'ai vraiment l'impression qu'on est en 1995 au même stade d'avancement du e-commerce à l'époque avec l'arrivée d'Amazon. C'est-à-dire que c'est le T égale zéro de la digitalisation de l'immobilier C'est ça, avant l'exponentiel. avant l'exponentielle. Aujourd'hui, il y a des frictions dans tous les sens quand tu veux acheter un bien immobilier. Et moi, quand je me projette dans 20 ans, je me dis qu'il y aura cette pénétration qu'on a connue dans le e-commerce qui va représenter à peu près 15% du marché immobilier, avec des plateformes comme la nôtre ou d'autres qui te permettront vraiment en un clic d'acheter une part d'un bien immobilier en France, en Allemagne, aux États-Unis, au Canada, mais vraiment dans tous les pays. Oui. Euh, et ça sera vrai sur de l'investissement immobilier, mais je pense que ça sera également vrai sur des modèles de résidence principale où tu auras un peu des modèles hybrides. Tu auras pu finalement acheter des briques de ta résidence principale en un clic. Tu paieras en même temps un loyer euh, à une société de gestion qui sera uniquement là, tu vois, dans le cadre de BRICS, pour faire la comptabilité à la fin de l'année sur cette propriété. Donc ça sera particulier. Tu seras en même temps propriétaire des briques et en même temps locataire. Donc, tes loyers te reviendront directement. Ouais. Mais pourquoi ça? Parce que ça te permettra vraiment en un clic de revendre et de dire, bah, au même titre qu'un locataire, si je décide de partir de ma résidence principale et de revendre, je Mm, mm, revends le mm. clic.
Et pourquoi? Parce que ce qu'on voit, c'est que il y a aussi un changement de mode de vie des personnes qui se projettent plus comme il y a quelques années dans une résidence principale dans laquelle ils vont faire toute leur vie, avec beaucoup de personnes qui sont nomades et qui se disent, bon, bah, ok, j'achète mon appartement, mais je ne me vois pas y vivre plus de 5 ans. Dans 5 ans, je le revends. Et si tu veux, dans ces attitudes-là, c'est intéressant parce qu'ils sont dans une épargne à se dire, bah, vaut mieux que je sois chez moi et que les loyers que je paye me reviennent directement. Mais de l'autre côté, en bougeant tous les 5 ans, tu t'infliges une couche de taxes à chaque fois que tu achètes et que tu revends ta résidence. Et là, à travers ces plateformes-là qui sont uniquement digitales, bon, bah, tu la payes qu'une fois, tu payes qu'une fois les frais de notaire à l'entrée du bien sur la plateforme. Et après, le bien, s'il est détenu 50 ans sur la plateforme, tu n'en payes plus jamais les taxes. Ouais, c'est ça. Non, mais c'est sûr qu'il y a beaucoup d'avantages quand on y réfléchit 2 secondes. Et du coup, quel serait le plus gros challenge pour Brix alors peut-être à court terme, mais ça c'est une question de business angel, c'est qu'est-ce qui pourrait faire couler Brix? C'est vraiment le gros challenge pour vous en ce moment. Alors, à mon sens, il y a deux gros challenges. Alors, on est sur un marché, le marché immobilier qui est quand même le plus gros marché mondial. Donc, tu vois, là, on n'a pas trop de problématiques pour acheter des propriétés. On n'a pas non plus de problématiques pour les faire financer parce que une fois qu'on s'est dit qu'on offrait 11% de rendement à l'année et qu'il y avait de la liquidité qui était quasi totale, quand tu dis ça et que tu mets en perspective des taux du livret A, les gens ont plutôt intérêt à investir sur notre plateforme. On est sur Euh, fois 20 par rapport au livret A, ça va. Oui, ouais, ça va, on n'est pas trop mal. Euh, la plus grosse difficulté, on en a deux. C'est pour rendre du 11%, il faut qu'on soit capable de mettre de l'effet de levier, Ouais. bancaire. Donc plus je mets de dette bancaire en rapport au fonds propres investis, donc c'est souvent ce qu'on appelle en anglais le loan to value, le taux de LTV, c'est-à-dire que Mhm. aujourd'hui, je mets 50% de crédit immobilier. Si demain j'arrive à passer ces 50% à 70% de crédit immobilier versus 30% de 30, fonds ouais, propres, ouais. bon, ben, je vais encore augmenter le rendement que je vais être capable de te rendre. Et donc, la difficulté, c'est de faire comprendre aux banques euh, que c'est un modèle qui est complètement sain, sécure et périn pour que dans la durée, elles m'accompagnent sur des volumes importants. Ouais. Tu vois, cette année, on va financer 20 millions d'euros de propriété. Bon, bah, les banques nous ont financé pour 10 millions de crédits immobiliers. Quand j'annonce aux banques qu'en 2022, on va acheter pour 300 millions d'euros de propriété Ah euh, bah. et que je leur demande 150 millions d'euros de financement, là, le banquier commence à tousser. Donc, et, J'imagine très bien la scène passer de 20 millions à 150, oui. euh, c'est plutôt passer de 10 à De 150. 10 à 150, Ouais. ouais. Donc, c'est ce qu'il faut expliquer aux banquiers. Donc, il y a une vraie difficulté sur notre capacité à mettre de la dette sur les acquisitions. Ça, c'est une première des difficultés, mais qui ne remet pas en cause la pérennité du business, qui remet en cause le rendement à 11% qu'on rend à nos investisseurs. Parce que si je ne suis pas capable de mettre cette dette, bon, ben, je ne peux plus rendre du 11, je vais rendre du 6 ou du 7, ce qui est tout de suite moins sexy. Et deuxième point, après, il y a toute la gestion des biens immobiliers à faire derrière. Ouais. Quand j'achète pour 300 millions d'euros de propriété, bon ben, forcément, ça demande une vraie organisation en interne et un staffing des équipes pour être capable de prendre ça en charge. Oui, parce que là, pour l'investisseur, on est sur du totalement passif, c'est ça qui est beau. Mais après, derrière, Ouais, effectivement, en termes de scalabilité du parc immobilier, faut pouvoir suivre, parce que on parle exactement. plus que des virements à faire aux investisseurs, là. Non, non, effectivement, hein, tu vois, on est 25 dans la boîte en 8 mois. On pense être 150 d'ici fin 2022. Donc, pour suivre la croissance du business, il faut vraiment qu'on soit capable d'arriver à s'organiser du mieux possible. Et, et c'est pour ça que le modèle d'Amazon me plaît à être cité parce que Amazon, effectivement, il y avait une vraie transformation, mais ça leur a aussi demandé
un vrai travail d'opérationnel et de logistique important à mettre en place pour avoir l'expérience Ouais. utilisateur optimale telle qu'on connaît aujourd'hui. Donc le vrai challenge de Brix ou d'autres plateformes qui pourraient être concurrentes demain, c'est leur capacité à être organisées pour tenir leurs promesses. Ouais, 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 ouais. Non, c'est intéressant, c'est très intéressant. Alors aujourd'hui, vous avez plusieurs dizaines de milliers d'investisseurs et les projets partent très rapidement, on est d'accord? Oui, oui, oui. Est-ce que tu peux en dire un petit peu plus? Est-ce que ça part en 3 secondes, en 3 minutes? Comment on fait? Alors, c'est très simple sur la logistique, quand on crée un compte et quand on investit, là aussi, ça peut ressembler à de l'investissement très user-friendly qu'on peut retrouver sur des plateformes de crowdfunding, quel qu'il soit d'ailleurs. Donc pour l'investisseur, c'est assez simple. Mais derrière, donc voilà, il y a un projet, tu en sors combien à peu près en ce moment? Qu'est-ce que tu vises pour 2022? Ouais, bah, concrètement, on pensait pas financer les projets aussi rapidement. C'est Euh, un bon problème. donc ça, c'est un bon problème. C'est un problème même, un problème de riche, on pourrait dire. Mais, non, on se retrouve, tu vois, à financer la dernière propriété là, sur début décembre. Donc, on a collecté 705 000 euros exactement en l'espace d'une heure trente avec Waouh. environ 2000 investisseurs. Et effectivement, on crée de la frustration parce que les projets se financent trop rapidement et on n'en a pas assez à proposer Ouais. pour notre base. Donc aujourd'hui, on est sur un rythme où on propose entre 5 et 10 millions d'euros de projets par mois. Et ça aussi, de notre côté, c'est un challenge. Être capable d'aller chercher et d'aller proposer Ouais, plus de aller projets, chercher du bien rentable. ouais, du bien rentable. Et on a quelque chose d'assez compliqué parce que tu vois, on est sur un triptyque où nous, on recherche des immeubles intégralement loués, résidentiels avec des bons rendements sans travaux. Tu vois, donc c'est un peu le mouton à cinq pattes Ouais. où tu te dis, bon, ben, s'il est intégralement loué sans travaux, pourquoi il offrirait des bons rendements? Le propriétaire, il devrait le vendre plus cher. Sur le papier, oui, en tant Ouais. qu'investisseur immobilier, c'est pas ce que tu vas chercher parce que c'est là que tu as le moins de renta, c'est vrai. Et exactement. Et donc c'est la raison pour laquelle on est limité en termes de volume. Il y a deux possibilités. Première possibilité, c'est de se dire on reste sur la même typologie de biens immobiliers qui sont du résidentiel, mais on va aller chercher des biens avec un peu moins de rendement pour élargir le marché. Ouais. Euh, mais forcément, ça va être un peu déceptif à terme pour l'investisseur. Et deuxième possibilité, c'est de se dire bah, on va toujours aller chercher la même typologie de biens, mais on va aller chercher des biens qui demandent des travaux de réhabilitation. Et s'il y a des travaux, il y a un peu plus d'efforts. Et s'il y a un peu plus d'efforts, tu peux aller chercher des rentabilités qui sont très bonnes. Mais ça, c'est une typologie de biens qu'on veut aller adresser. Sauf qu'encore une fois, ça nécessite d'être très, très bien organisé opérationnellement pour être capable d'acheter des immeubles qui nécessitent de la réhabilitation et de faire en sorte que la réhabilitation se passe bien et que tu tiennes tes délais. Ouais. Euh, donc, donc c'est vrai qu'aujourd'hui, on est un peu pris de court par rapport à la rapidité avec laquelle les immeubles sont financés et que ça nécessite quand même un peu de temps de notre côté d'arriver à s'organiser pour élargir la gamme d'immeubles qu'on peut proposer. C'est ça. Sinon, il va falloir faire une petite ICO à 8 chiffres pour, pour l'hypercroissance de Brix. Euh, ouais, ouais, c'est ça aussi, c'est on est aussi limité. Tu sais, faut faire un peu monter tout en même temps. On est aussi limité par notre capacité à employer Oui, des dizaines de personnes d'un coup et à recruter. Hein. C'est pas facile non plus de recruter dans la précipitation. Euh, mais effectivement, on pourra reparler à ICO parce que je pense que tu as de bons conseils là-dessus. Ouais. ouais, j'imagine à ta place, oui, c'est une hypercroissance. Tu peux pas te permettre de mettre le paquet que sur un seul pôle de Brix parce que derrière, ça peut pas suivre, ça va être bancal. Très très Ouais, bien. Ok. ouais, bah, tu vois, il faut qu'on recrute en même temps, il faut qu'on soit bon au service clientèle, il faut aussi qu'on soit bon sur l'onboarding des propriétés, sur la recherche. Il faut aussi qu'on ait toute une partie financière assez staffée pour aller expliquer aux banques qu'on a besoin de mettre du crédit immobilier derrière. Donc,
Ouais, effectivement, tu vois, il faut tout faire monter en même temps et c'est ce qui est challenging, mais c'est ce qui est aussi super stimulant, quoi. Ouais, bah c'est bien, on a fait cette émission fin 2021, on en fera une fin 2022 et on verra si on a tenu en termes de chiffres. Ok, super, bon, ça va faire travailler l'économie Montpellier-Rennes, c'est super. Est-ce que tu veux partager quelque chose en plus? Alors, je vais te poser aussi la fameuse question que je pose à tout le monde. Qu'est-ce que tu crois vrai que tout le monde croit être faux? Ouais, elle n'est pas facile, je vais te laisser un petit peu de temps, mais ça peut être technique, ça peut être sur le fond, sur la forme, sur ta vision que tu as de l'immobilier. Ouais, c'est marrant, tu sais, parce que c'est la première question que je pose en entretien de recrutement. Eh Euh, ben voilà. Ah, ça, c'est le donc, karma. je connais un peu. Alors, il y a, sans parler de business, moi, il y a un truc euh, dont je suis conscient, en tout cas, et que beaucoup de personnes veulent passer sous silence. Non, pour moi, on parle beaucoup d'écologie, on parle beaucoup des voitures polluantes, on parle beaucoup de Oui, choses qui pourraient nous permettre d'aider la planète. Ce qui est pas souvent mis en avant, c'est que manger un steak, tu vois, c'est dépenser 2500 litres d'eau. oui, Et l'industrie de la viande est une des industries les plus polluantes au monde. on est Et, d'accord. et, et on n'est pas des personnes qui devons manger, en tout cas, le corps humain et le métabolisme humain n'est pas fait pour manger de la viande à tous les repas, tu vois. Je pense que déjà manger une fois de la viande par semaine, c'est amplement suffisant. Et tu vois, si on était capable de se passer de viande et de produits laitiers un peu plus souvent dans notre quotidien, euh, on ferait bien plus de bénéfices à la planète, pour la planète en tout cas, que beaucoup de petites actions Oui, qui qui nous sont un peu paraissent hypocrites. Oui, oui. primordiales. Voilà. Donc ça, c'est un premier point dont je suis convaincu, mais c'est assez compliqué quand j'en discute avec des amis ou avec des personnes, parce que finalement, on a culturellement pris l'habitude de manger de la viande à tous les repas. Et quand tu expliques qu'il n'y a pas de viande au repas, tu vois, il y a beaucoup de personnes qui, pour eux, si tu as des pâtes et des haricots verts, il manque quelque chose dans Après, l'assiette. c'est aussi culturel et générationnel, parce que bon, Ouais. tu le sais pas, mais je suis végétarien, donc forcément tu parles à un convaincu. Mais je le vois surtout sur les personnes un peu plus âgées, effectivement, qui vont pas forcément se poser ce genre de questions, ou clairement par la culture, encore plus en France, il n'y a pas de remise en question. Mais c'est une très bonne réponse. Et attends, j'ai une deuxième réponse à te faire, parce que ça, c'est un truc où je me bats aussi contre les préjugés. Dis-nous tout. Euh, Moi, les personnes qui me disent attention, il fait froid, tu vas tomber malade. Je leur explique par A plus B que en fait, le froid n'a jamais rendu malade personne et que bah, tu deviens malade en étant exposé soit à un virus, soit à un microbe. Et qu'au contraire, bien souvent, être confronté au froid, c'est le meilleur moyen de doper ton système Je immunitaire. vais dire, moins tu t'exposes au froid, plus tu peux attraper froid le jour où tu vas sortir dehors, effectivement. Exactement. Et tu vois, attraper froid, c'est pareil. C'est une expression qui est complètement galvaudée parce que tu n'attrapes pas froid en sortant dehors parce qu'il fait froid. Tu es exposé au froid, donc à un moment donné, ton système immunitaire, ou en tout cas ton corps en général, va, euh, va être concentré à faire en sorte de dépenser de l'énergie pour que tu sois, que tu es chaud. Et finalement, potentiellement, c'est à ce moment-là, comme tu es focus sur dépenser de l'énergie pour avoir chaud parce qu'il fait froid, que tu vas attraper plus facilement soit un rhume, soit un virus. C'est ça. Mais mais au contraire, le fait d'être exposé au froid te permet de stimuler toutes tes défenses immunitaires et c'est même quelque chose de bien. Donc en fait, toutes les grand-mères et même les mamans qui reprennent attention, sors pas, il va faire froid, tu vas tomber malade. Il y a quelque chose, c'est une vue de l'esprit, mais C'est ça. Bon, on est c'est d'accord. pas vrai en soi. Ouais, excellente réponse. Et c'est encore une raison pour vous dire de prendre des douches froides le matin. Donc, c'était la minute développement personnel et vitalité. Merci beaucoup, Cédric. Et comment on peut te retrouver? Comment on fait pour investir chez toi? Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus pour conclure cette très belle émission? Ouais, ben, en tout cas, merci François pour ton accueil. Pour me retrouver, alors moi, je suis très présent sur LinkedIn. Donc, à titre Mhm. personnel, les personnes qui m'écrivent, je réponds à tous les mails.
Et pour avoir plus d'informations sur la solution, il suffit d'aller sur le site brix.co. Et c'est très facile de nous appeler ou de nous envoyer un mail. Et pareil, ben, on répond à tous les mails et on répond à tous les appels. Voilà. Donc, s'il y a des questions sur la fiscalité, l'intérêt par rapport au SCPI ou je ne sais quelle autre question, avec plaisir pour y répondre. Bah, merci beaucoup. Alors voilà, vous avez bien compris, je remettrai toutes les informations dans la description. Soyez gentils avec la team Brix, parce que vous avez bien compris, ils sont en hyper croissance, donc ne les harcelez pas. Euh, je sais ce Non, que mais c'est. il y a pas, il y a déjà beaucoup de réponses sur notre FAQ et on a quelques vidéos Oui, sur bon, après, YouTube. il y a toujours un profil qui va, si tu ne réponds pas dans les 24 heures, qui va devenir virulent. C'est ce c'est ce qu'on a connu aussi avec Lore Token. Donc, merci beaucoup. Ben, j'espère qu'on aura l'occasion de faire une nouvelle émission ensemble. Pour le coup, je vous le dis encore une fois, hein, je mets que des projets en lesquels je crois. Et dans tous les cas, bon, même si on n'en avait pas parlé Cédric avant, mais j'en ai déjà discuté avec plusieurs clients qui ont déjà investi. Voilà, c'est des super projets, ça avance bien, il n'y a pas de problème. La renta est là et tout le monde est pour l'instant ravi des services de Brix. Donc, n'hésitez pas si vous avez des questions aussi dans les commentaires. J'enverrai à Cédric l'émission si jamais il y a beaucoup de questions pour qu'il puisse y répondre directement. Et je prendrai, comme d'habitude, du temps pour y répondre aussi personnellement. Donc, on se dit à très vite dans une prochaine émission. Encore merci Cédric et à bientôt. Merci François, à très vite.